Et le week-end, généralement, je suis seule. Ne Oui. me parlez pas. Ouais. Parce que la meuf est implérable. Parce qu'en fait, je parle tellement à tout le temps à du monde Mais tu toute la m'étonnes. journée. Ouais, que t'es qu'en fait, fatiguée. je suis claquée. Ouais. Ma batterie sociale est vide. Ouais. Toi, sur ton CDI, on s'est dit, horaire libre. Ouais. Comme ça, en fait, on respecte un petit peu tout ça. Et puis moi franchement, en fait, ma position là-dessus, c'est que tant que le taf est fait, Ouais. ça me regarde pas trop quand est-ce que vous le faites. J'ai pas à vous fliquer, en fait, à Ouais. savoir qu'est-ce que vous avez Mais fait. à ce clairement. moment-là. Moi, ça me rendrait vraiment malheureuse parce que mon travail, il fait partie intégrante de ma vie. Genre, pour Clairement, moi, le ouais. taf, c'est un trait de personnalité. Merci, Je suis le ouais, genre un de peu, meuf en mode mon travail, c'est un peu qui je suis, quoi, tu vois. Ceci étant dit, n'oublions pas qu'on passe quand même 5 jours de la semaine au moins à travailler, en fait. Mais hein, je ouais. kiffe, genre, moi, je kiffe être avec vous au bureau, je kiffe être en télétravail. Mais clairement. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 de Break Room, le podcast qui parle de notre rapport au travail, de communication et d'entrepreneuriat en posant des questions, en faisant jamais d'affirmations. Je suis Juliette Cadeau, je suis la fondatrice de l'agence Cadeau, l'agence qui vous permet d'avoir des résultats réels grâce à des actions virtuelles. Et j'ai créé ce podcast pour parler avec mes équipes des sujets inhérents à la vie professionnelle, au monde du travail et également autour de notre cœur d'expertise, la communication et le marketing. Aujourd'hui, dans notre épisode 2, on va parler de... Attendez, parce que je reprends mes notes. La santé mentale a-t-elle une place suffisante dans le monde du travail ? Vaste sujet. On est 3 autour de la table pour parler de ça. Je commence le tour de table. Je suis Juliette Cadeau, je suis la fondatrice et CEO de l'agence et j'ai vu aucun Fast and Furious dans ma vie. Et en plus, je m'en fous. À côté de moi, j'ai Alma Fall, la content stratégiste de l'agence qui s'est foulé les 2 chevilles au mois de décembre parce que pourquoi pas, après tout, faire les 2 en même temps. Et enfin, d'un côté de moi, j'ai Brian, chargé de communication au sein de l'agence qui ne se nourrit exclusivement que de bananes, ou presque. Et pour vous répondre, parce que c'est peut-être une question qui vous taraude depuis l'épisode 1, et je devais le dire au l'épisode 1, mais j'ai oublié. Oui, il y aura des anecdotes insolites et sorties du contexte pour chacun d'entre nous à chaque épisode, mais non, vous n'aurez jamais aucun contexte ni explication. Bonjour à tous les deux, comment ça va ? On va commencer, donc, on va parler de santé mentale aujourd'hui, et surtout de santé mentale au travail. J'ai des premières questions pour vous. La première, c'est une grosse question. Est-ce que, selon vous, la santé mentale est tabou en entreprise ? C'est-à-dire que, par exemple, se fouler les 2 chevilles, ça fait que... Oui, j'ai choisi un petit peu. Se fouler les 2 chevilles, ça fait que tu peux pas venir au travail. Bon, nous, on télétravaille beaucoup aussi. Mais en fait, souvent, santé mentale, il n'y a pas trop de place au travail. Enfin, voilà, du coup, je donne mon avis. Mais est-ce que, selon vous, la santé mentale est tabou en entreprise ? Un peu quand même. Ouais. Ouais. Je trouve que ça commence tout doucement à se démocratiser, tu vois. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, enfin, il y a beaucoup de dirigeants d'entreprises qui trouvent que c'est un peu du cinéma. Quand les gens disent qu'ils se sentent pas bien, C'est etc. comme de la faiblesse. Exactement. Un peu comme de la faiblesse ou surtout comme une façon de justifier le fait de pas avoir envie de travailler. Je pense que certains le voient beaucoup comme une excuse, alors qu'en fait, quand t'es pas bien mentalement, tu peux absolument rien produire. Enfin, on l'a déjà vu, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu en début d'année, où j'étais pas forcément très très bien. Ça me dérange pas du tout de le partager dans le podcast, mais Merci pour ça. je me sentais pas vraiment bien. Il y avait beaucoup de choses en fait dans ma vie qui faisaient que j'étais pas forcément dans un état mental de travailler. Et pourtant, je culpabilisais sur ce point parce que on va bien. Et du coup, on a pas mal de clients, donc on a une charge de travail et je suis très passionnée par ce que je fais. J'adore mon travail à l'agence, etc. Donc, j'avais beaucoup de mal à couper. Déjà, parce que j'aimais ce que je faisais, donc j'avais pas envie de m'arrêter. Ensuite, parce que j'estime que j'ai des responsabilités et j'ai énormément de mal à lâcher prise là-dessus. Donc, j'ai du mal à me dire que je vais pas faire mon travail parce que je me sens pas bien. Enfin, moi, je le sens un peu comme... je le vis comme une faiblesse, tu vois, alors que c'est pas forcément le cas. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui font que, en fait, concrètement, j'ai du mal. Et ce qui a été bien, c'est que tu m'as vraiment aidé à prendre conscience de ça et à me dire que, écoute, c'est pas grave, en fait. Surtout que j'ai fait des erreurs. Et en fait, ça aussi, ça m'a permis de me rendre compte que la santé mentale, elle a un vrai impact sur le travail et que c'est mieux de prendre des jours
et de pas bosser Du tout. parce qu'on n'est pas en état, plutôt que de forcer et de faire le travail pour faire des erreurs, en fait, derrière qui pourraient potentiellement nous coûter cher. Donc, en fait, je pense que c'est lié à ça. Certains pensent que c'est de la fainéantise, alors que c'est prouvé par A plus B que lorsque t'es pas bien mentalement, tu peux absolument rien faire du tout. Bien sûr, mais le problème avec la santé mentale, c'est que c'est une fois qu'on l'a épuisé, qu'on l'a essoré, qu'on prend connaissance de sa valeur et qu'on se dit « Oh purée, j'aurais peut-être dû finalement à ce moment-là faire plus attention » ou alors la personne en face aurait dû aussi également plus prendre soin de moi, tu vois, dans le sens où souvent la santé mentale, quand on est arrivé à ce stade-là, c'est rarement uniquement causé par nous-mêmes, tu vois. Bien sûr, il y a ce qu'on interprète, il y a comment on voit les choses à l'intérieur, comment ça tourne, mais souvent c'est le rejet d'insécurité d'autrui majoritairement. Mais je pense que... question, c'était quoi déjà ? C'était, est-ce que c'est tabou selon toi dans le monde du travail de parler de santé mentale ? Je pense que c'est pas tabou, ça se démocratise un petit peu comme tu l'as dit. Doucement mais sûrement. Je pense que d'ici quelques années, il va y avoir une réelle évolution qu'on va pouvoir comparer. Pour le moment, moi, en tout cas, chez nous, c'est absolument pas tabou. Mais je leur dis quand je vais chez le psy. Déjà, et puis aussi, pour nous-mêmes, il faut peut-être pas que ce soit tabou pour nous-mêmes, tu vois. Plus t'arrives à le mettre en place dans ta vie quotidiennement, plus ça va devenir quelque chose de normal. Et encore une fois, faut pratiquer, continuer. Mais pour le coup, moi, pour vous répondre, je pense que la santé mentale était tabou au travail, l'est beaucoup moins aujourd'hui. Ça dépend des environnements, mais il y a des environnements dans lesquels ça l'est encore. C'est comme toujours, il n'y a pas de réponse toute blanche ni toute noire. Dans tous les cas, il y a tout. Mais effectivement, la santé mentale, comme étant invisible, effectivement, comme tu le dis très bien, Alma, peut être considérée comme de la fainéantise, de la faiblesse, un écran de fumée, de se dire en fait, je vais pas bien, donc je bosse pas, alors que si j'ai juste la flemme. Donc effectivement, il y a ce côté-là. Après, il faut pas non plus être trop illuminé et ravi de la crèche, comme on dit. Encore une fois, expression de jeune pour vous. Avec le côté où il y a effectivement peut-être des gens qui s'en servent pour ne rien faire, mais il y a des extrêmes dans tout. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on a toujours des contre-exemples. Mais alors, attendez, je vous prends aussi là-dessus une autre question. Quels sont les moyens, selon vous, qu'on peut mettre en place ? Je parle pas forcément dans l'agence, mais en général, dans le monde du travail, qu'est-ce qui peut être mis en place pour rendre cette santé mentale moins taboue ? Moi, j'ai une réponse, mais je vous laisse la vôtre d'abord. Pour la rendre moins taboue, la mettre en lumière, tout simplement, de la mettre à la place où elle doit être. C'est la santé mentale fait partie de nous-mêmes et on est notre propre moteur. Et de la santé, en fait. Et de la santé, mentale, complètement, et de la santé. Ça corrobore avec ça, exactement. Enfin, il suffit, pour moi, la question, elle se pose même pas. Ça devrait être au centre de ta propre... J'ai une question, je me permets de rebondir là-dessus. Toi, la question se pose même pas, mais imaginons t'aurais été dans une toute autre entreprise, notamment un grand groupe. Alors, je dis pas que l'agence n'est pas parfaite, etc. L'idée de ce podcast, c'est pas non plus de mettre en valeur ce qu'on fait, etc. Mais dans le sens où, en fait, nous, c'est vrai que moi, je dis aux équipes quand je vais chez la psy, parce que je trouve ça important, en fait, effectivement, c'est en faisant un tabou que ça devient tabou. Mais clairement. Si, en fait, je disais, oui, j'ai un rendez-vous médical, etc., déjà, voilà. Mais en fait, après, certains diront peut-être que c'est du manque de pudeur. Chacun a son prisme là-dessus. Moi, je trouve que c'est important de montrer moi-même que moi, je vais chez la psy, que c'est pas un problème, qu'en fait, on peut le dire, comme je vais chez le médecin, je vais chez le dermato, j'ai rendez-vous chez la pédicure, machin, j'ai rendez-vous, je peux pas venir parce que j'ai rendez-vous chez le kiné. Voilà. Ça, on n'a pas de mal à le dire. Par contre, effectivement, quand il s'agit d'un psy, on a un peu plus de mal. Mais ma question pour toi, Brian, parce que toi, tu dis que pour toi, ça devrait même pas exister. Moi, je suis la fondatrice de la boîte. Donc, en fait, c'est moi qui impose un peu le tempo dans tous les cas. Mais imaginons, est-ce que tu aurais eu ce même discours ? Est-ce que tu aurais été aussi à l'aise, et c'est pas une question piège, avec ce même discours, si jamais tu avais été dans une grande entreprise, c'est plutôt pour nous sortir du prisme de l'agence et se dire, en gros, tu vois, est-ce que on pourrait avoir ce même discours si jamais on était dans une grande entreprise ? Oui, il faudrait l'avoir. Moi, par exemple, si j'étais dans une autre boîte qui mettait pas aussi autant en lumière la place de la santé mentale, je serais parti, tout simplement. Je serais arrivé au stade où je me serais dit, il est hors de question que moi, je me mette dans un état que j'ai pu connaître où je m'écoutais pas et où j'étais pas à mon max, où j'étais triste. J'ai pas envie de ça et c'est l'exemple qu'il faut donner. C'est si vous êtes dans un environnement de travail qui vous correspond pas et le corps parle pour vous souvent en premier, tu vois, le corps parle à ta place. Partez, fuyez, c'est tellement plus facile à dire qu'à faire, j'en suis conscient,
mais vraiment écoutez-vous parce que ce qui vous attend après, c'est ce qui vous est destiné. C'est partez, fuyez, ne restez pas enfermé dans un prisme qui n'est pas le vôtre, dans un environnement qui vous correspond pas, parce qu'à force de rester là, vous allez finir par devenir comme ces gens. Et je pense que c'est comme ça que les schémas se répètent. les schémas se répètent. J'ai une question aussi, à moins que tu veuilles rebondir, Alma. Oui, moi je pense qu'il faut quand même nuancer le propos. Je suis Ouais. d'accord sur ce que tu dis et je comprends ce que tu veux dire. Mais en fait, je pense que les gens qui sont dans ces grosses boîtes, ils ont pas forcément le choix. Et je pense qu'il y a aussi de gros enjeux. Des fois, quand tu es dans une boîte, que tu as fait du chemin, que tu as évolué, etc., et que tu as des objectifs dans cette même boîte, ou juste en fait, quand tu as un plan de carrière, arriver à un certain niveau d'investissement dans ta carrière, tu as un peu du mal à lever le pied sous prétexte que mentalement, ça va pas. C'est très, très dur intérieurement de mener ce combat et de se dire, OK, je suis pas bien, donc je me barre. Quand tu es dans une boîte qui est cotée en bourse, tu as un 13e mois, tu as des chèques vacances, tu as ci, tu as ça, tu as des avantages, et puis tu as un certain équilibre avec ton conjoint, admettons, si tu es en couple, et que l'argent rentre, et que tu as des projets, et que ci et que ça, bah tu te poses en fait, tu te dis OK, je suis peut-être pas heureuse à l'instant T, mais peut-être que si j'attends 1 an, ce sera mieux. Peut-être que si j'attends 2 ans, ce sera mieux. Ou alors je suis aux portes d'une promotion, bah est-ce que je dois partir maintenant et foutre en l'air tout ce que j'ai fait jusqu'ici. Enfin, il y a beaucoup de questions qu'on se pose qui fait que bah c'est dur en fait d'appliquer ça, tu vois. On sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne. C'est ça exactement qui fait quand on reste dans des schémas où cette fameuse zone de confort dont tous les LinkedIniens, dont je fais partie, aiment tellement mettre en avant. Mais en fait, la sortie de zone de confort est compliquée, surtout quand t'es pas habitué à ça. En tant qu'entrepreneur, moi c'est un truc que je dis souvent quand on parle de sortie de zone de confort sur LinkedIn, etc. Quand il y a des gens qui disent oui, je comprends pas les gens qui font pas, je leur dis en fait là vous le dites avec votre prisme. Quand on est entrepreneur, ça fait partie de la vie. Quand t'es entrepreneur, t'es obligé de sortir de ta zone de confort, sinon ta boîte elle survit pas. Et du coup, mais quand t'es salarié, comme tu le dis, quand t'es salarié toute ta vie, qu'en plus tu as, et c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais quand t'as fait une grosse carrière dans une grande boîte, etc., la sortie de zone de confort, tu la perds quand même un petit peu. C'est normal. De toute façon, tout est pas fait. On peut pas tout tester non plus. Certains diront qu'il manque de sortie de zone de confort. D'autres diront que ceux qui sortent trop de leur zone de confort manquent de stabilité. La stabilité, c'est aussi une jolie qualité. Et en fait, le truc, c'est que on sait toujours ce qu'on perd, mais on sait jamais ce qu'on gagne. Donc c'est ça aussi où effectivement, je pense qu'il faut pas fustiger les personnes qui n'osent pas en sortir parce que ça fait peur. Ça fait très, très peur. Ça fait très peur, en fait, de tout laisser tomber pour, au final, bah, qu'est-ce que je vais gagner derrière? Est-ce que je vais réussir ou pas? Mais j'aime bien ton optimisme, moi, Brian, donc je loue les deux. Et puis, de toute façon, moi, je suis la Suisse dans cette affaire. Est-ce que on peut discuter aussi, j'ai une question à vous poser. Et du coup, là, on peut le voir un peu avec le prisme de l'agence. Est-ce qu'on peut allier vraiment performance au travail? C'est-à-dire être performant, dépasser ses objectifs, etc., travailler vite et bien, et la santé mentale. Est-ce qu'en gros, on peut être performant sans se cramer? Oui. En fait, je pense qu'on a tous un rythme. Et ça, au début de notre collaboration, on en a discuté, Juliette, tu vois. Le fait que je sois consciente que je suis plus de la nuit et pas forcément du matin, et que je me forçais à travailler le matin alors que c'était pas forcément mon truc, bah j'étais moins performante que quand j'ai été en horaire flexible et que j'ai pu travailler quand je voulais. C'est-à-dire que maintenant, je peux faire mon taf de 22h à 3h du matin si j'en ai envie. Et ce que j'arrive à produire de 22h à 3h du matin, je peux pas le produire entre 9h et 15h. C'est impossible. Tu vois? Donc, il y a ça aussi, je pense qu'il faut se connaître. Il faut savoir ce qui nous convient. Il faut aussi que le management nous accompagne dans ce sens et que, bah, on soit confronté à un management, en fait, qui nous aide à performer. En fait, la question à se poser, je me dis, est-ce que le management de la boîte, il est concentré sur ce qui fait notre efficacité, ou est-ce qu'il est plus concentré sur, alors j'ai pas le mot, mais en gros, la normalité, tu vois, ce que les gens considèrent comme être une normalité. Les 9-15, etc. Enfin, les travailler du lundi au vendredi et de 9h à 17h. Après, certains en ont besoin. C'est ça aussi, nous, pour vous expliquer un petit peu, chers auditeurs, nous, là-dessus. Brian, lui, comme il est en alternance, bah, on a des conditions contractuelles avec son école qui fait qu'on peut pas non plus être en horaire libre, Moi, j'ai des contrats avec son école. Et toi, bah, bien sûr, c'est normal. Et puis aussi, toi, j'ai l'impression que t'as peut-être plus besoin d'un cadre aussi avec des horaires un peu plus fixes, etc. J'ai l'impression que ça te réussit un petit peu plus. Je suis un peu hybride en vrai, pour le coup, mais c'est vrai que
comme on a des comptes à rendre, on va pas commencer à non, c'est comme ça, c'est comme ça. Ok. Et alors que Alma est en horaire libre, en fait. Après, Ouais. on a forcément cadré un peu puisque Alma travaille à 80% sur l'agence sur son temps. Mais du coup, effectivement, sur toi, sur ton CDI, on s'est dit, bah, horaire libre. Ouais. Comme ça, en fait, on respecte un petit peu tout ça. Et puis moi, franchement, en fait, ma position là-dessus, c'est que tant que le taf est fait, Ouais. ça me regarde pas trop quand est-ce que vous le faites. Je vais pas vous fliquer, en fait, à Ouais. savoir qu'est-ce que vous avez Mais fait à ce clairement, moment-là. puis même tu fournis du travail de qualité. Et après, comme tu dis, la nuit pour les créatifs, c'est oufissime parce que tu sors des trucs que tu pensais jamais sortir. Vraiment, honnêtement, j'ai fait des créas, moi, la nuit, que ce soit des montages, de l'animation ou quoi. Des prud'hommes nougat. Non, pas pour Juliette, pas pour Juliette. Et c'était vraiment oufissime. Et je en prenais conscience et je me disais, mais... Puis en plus, la nuit, t'as moins de notifications, il y a moins de distractions. Moi, j'aime le matin pour Il y a ça. cet environnement, tu vois, de... je suis Juliette, dès focus. 5h du matin, elle est là. Juliette, dès 5h... Ouais, moi, je suis du matin. Tu te Ouais, souviens, il y a une période où je t'écrivais avant de me coucher? Oui. Et Quand tu me t'étais encore en répondais free. jusqu'au Super drôle, matin et ça. tout. Parce que vous faire l'historique, en fait, avant que j'embauche Alma en CDI, elle a bossé en free avec moi Ouais. quand j'étais pas encore boîte qui salarie. Et du coup, effectivement, parfois on se croisait où moi je commence à bosser sur les coups de 6h30, 7h parce que moi j'aime bien justement ce que tu dis avec le côté bah y a personne, il y a pas de notification, etc. Moi c'est le matin avant que tout le monde soit là, moi je commence à bosser comme ça. Et du coup avec Alma on se croisait parce que du coup elle allait se coucher et moi je me réveillais. Alors du coup j'ai une autre question aussi. Donc on a parlé de comment est-ce qu'on peut vraiment allier santé mentale Et et productivité. Ouais. Est-ce que il y a des choses qu'on peut mettre en place selon vous pour avoir cet effet de performance et aussi de santé mentale? Moi je pense que c'est l'équilibre vie pro vie perso, c'est savoir couper comme tu le disais aussi Ouais. quand il y a eu ces événements. Il y a peut-être aussi une activité extérieure, ne pas vivre que pour le taf. Moi, typiquement, pourtant, performance, ça c'est plutôt pas mal parce que j'abats énormément de travail. J'ai le gros avantage d'être un énorme bulldozer, tu le sais, Alma. Oui. Et du coup, j'ai l'avantage de pouvoir abattre beaucoup de boulot en peu de temps. Et en fait, moi, typiquement, ma journée, généralement, je la commence très tôt, mais je la termine à 17h parce que je vais courir. Et donc, moi, ça m'aide, par exemple. Ouais. Après, il y a souvent des fois où quand j'ai ce rythme-là, je reprends le boulot vers 19-20h pour terminer quelques trucs de la journée. Mais voilà, pour moi, en tout cas, moi, sur mon prisme à moi, mais j'ai forcément un prisme différent puisque c'est ma boîte, c'est moi qui l'ai créée, etc. Donc j'ai forcément plus d'investissement que vous et c'est tout à fait normal. Et donc moi ça passe par le sport, ça passe par savoir couper aussi au milieu de la journée. Généralement quand on n'est pas au bureau, moi le midi je me fais une sieste aussi. C'est vrai. Tu la c'est team vrai sieste. que t'es team Ouais, je sieste suis très à team sieste. mort, Ouais, toi. j'adore. Ouais. Et vous du coup qu'est-ce que vous mettez en place pour allier performance et santé mentale? Ce que je mets en place, moi, footing à fond. Ouais, footing. donc le sport aussi. Faut savoir que je suis arrivé à Paname il y a 7 mois environ. Et pour découvrir mon quartier et ce qui l'entoure, je suis allé courir. Je me suis perdu dans la ville. Bien, et ça me faisait du bien en footing, un petit peu de nuit aussi. Pas à 3h du matin non plus. Après, je rigole beaucoup avec mes amis. Pour moi, il faut absolument se déconnecter, poser son cerveau. Vraiment, toutes ces choses-là aussi. Parfois, le lâcher-prise aussi amène beaucoup plus de performance au travail aussi. Par la créativité, savoir couper. etc. Savoir couper, en fait. Savoir couper et tu reviens vraiment avec un cerveau neuf. Tu vois, des idées nouvelles, rafraîchies. T'es actualisé un peu, tu vois, on a refresh ton Explorer à toi, tu vois. Ouais. J'ai redémarré la machine. Ouais. Et des fois, je fais des dingueries. Je me dis, mais en fait, si j'avais pas fait une pause, mec, là, tu serais encore tête baissée. Tu aurais pas vu la faute là. Tu aurais pas vu le manque d'animation ici, par exemple, tu vois. Et du coup, ouais, pour moi, le bon cocktail, c'est amis, balade, rigolade, sport. Et vraiment tout ce qui peut te faire du bien de dessiner, aller fumer une clope sur ton balcon. Vraiment, tu vois, pose ton cerveau. Et Desperate Housewives aussi. Dans cette agence, on aime Desperate Housewives. C'est un critère de recrutement. C'est vrai. C'est une blague, bien sûr. Et bah, moi, en ce qui me concerne, en fait, je change beaucoup d'activités. J'ai pas vraiment de routine prédéfinie. Je dors beaucoup. Mais pour me changer les idées, j'habite en bord de Loire. Et j'aime bien me promener sur les quais, etc. Nourrir les oies et les canards avec du pain. C'est trop choupi. Et moi, ça me fait trop de bien. J'adore. J'aime beaucoup passer du temps seule.
Donc en général, je fais des trucs toute seule et tout. Je me promène, je vais chercher un petit bubble tea tranquille avec des petits mochis et tout. Ça me fait du bien. Ma question suivante, c'est trop mignon. Ma question suivante, c'est est-ce que justement, je rebondis là-dessus, on peut cloisonner vraiment vie pro et vie perso aujourd'hui? Non. Parce que on a nos téléphones. Enfin, aujourd'hui, tout est sur notre tel. On a nous en plus à l'agence, on n'a pas un tel pro et un tel perso. Est-ce que du coup, vous arrivez quand même à cloisonner là-dessus? Comme ça, je prends des feedbacks pour améliorer aussi. Mais non, mais est-ce que en vrai pour vous, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas une désillusion de se dire qu'il faut vraiment cloisonner, ou est-ce que vous arrivez quand même à, par exemple, le week-end, à cloisonner entre vie pro et vie perso? Moi, je pense que ça me rendrait malheureuse de cloisonner. Ah ouais? Oui. Ouais, moi, ça me rendrait vraiment malheureuse parce que mon travail, il fait partie intégrante de ma vie. Genre, pour moi, le taf, c'est un trait de personnalité. Merci. Je suis le genre de meuf en mode mon travail, c'est un peu qui je suis, quoi, tu vois. Ceci étant dit, n'oublions pas qu'on passe quand même 5 jours de la semaine au moins à travailler, en fait. Mais je kiffe, genre, moi, je kiffe être avec vous au bureau, je kiffe être en télétravail. Mais clairement. Enfin, j'aime bien. Et puis, je me sens trop fancy et tout quand je lis mes mails sur mon téléphone, tu vois. En fait, je suis la pote chiante qui est en terrasse l'après-midi, tu vois, à 16 heures et qui dit, ah, excuse-moi, je crois que j'ai un petit mail, tu vois, qui sort son téléphone comme ça et qui regarde des trucs. Donc, en vrai, c'est un peu mon style. Et non, en fait, pour moi, en ce qui me concerne, c'est pas possible. Je connais beaucoup de gens qui sont comme ça, mais je connais aussi des gens qui ont besoin, en fait, de couper après le travail. Donc, en vrai, je pense que c'est relatif à chaque personne. Je pense qu'il faut trouver son équilibre. T'en penses quoi, toi, Brian? Est-ce que pour toi, tu dois cloisonner vie pro et vie perso? Et si oui, est-ce que tu y arrives? Alors moi, j'arrive pas du tout, honnêtement. Je pense que c'est en tant que Capricorne, je sais pas si vous êtes familiarisé avec les signes astro, mais en tant que Capricorne, je suis toujours en train de penser travail, que ce soit pour l'agence, pour moi-même, ou bien pour mes compétences, parce que moi aussi, j'ai la double casquette aussi, où je suis à l'école. Bien sûr. Donc, j'ai des comptes à rendre à l'école, et puis, qu'on se le dise des fois, j'ai un peu la flemme, mais bon, objectif principal, c'est le diplôme, tu vois. Et le truc, c'est que moi, j'arrive pas à cloisonner vie pro perso, qu'on se le dise, et j'ai pas envie d'y arriver. Je ne le cherche pas quelque part, mais je le conseille quand même. Et on est quand même à l'heure où en 2025, c'est difficile. Je coupe les notifications, par exemple, quand je suis pas à l'agence, je coupe tout ce qui est interne, Slack, etc. Tu vois, pour pas recevoir de notifs. Je coupe même sur le PC et tout, etc. Comme ça, il y a ce truc-là de je déconnecte, mais pour mes projets, etc., non, je suis toujours à 1000 à l'heure. Ouais. Ce soir, tu vois, 17h30, je vais débaucher, je vais être en mode, ok, pour moi, par exemple, pour ma strat LinkedIn, qu'est-ce que je pourrais auditer, faire de mieux pour mes projets, que ce soit de la vidéo ou de la photo, etc., qu'est-ce que je pourrais apporter en plus? Et j'ai ce besoin de, je vais me coucher que quand je suis... T'as besoin d'avoir des projets, en fait. J'ai besoin de stimuler, de me nourrir de ça, parce ça. que sinon, je me sens pas vivre. Ouais. Il y a ce truc en moi, à contrario, je vais avoir des journées où m'appelez pas, je suis enfermé chez moi, j'ai vu trop de monde, j'ai pris trop de fois le métro, et je suis en mode, là, je déconnecte. Il y a un truc en moi qui m'impose de déconnecter, tu vois. Ouais, moi, tu vois, pour répondre à la question, comme pour la vie pro, vie pro, vie perso, moi, déjà, j'ai pas de notifs. Les seuls notifs que j'ai, c'est appel, Messenger et WhatsApp. C'est tout. Ah ouais, t'as tout enlevé. J'ai tout enlevé. J'ai même plus les mails. Ça a dû te prendre un temps monstre pour enlever tout. Bah non, c'est vite fait dans les paramètres. Brian. Je suis chaud, vous allez. Parce que oui, j'ai un iPhone. En tant que Gen Z, enfin, je comprends. C'est quoi mon iPhone pour contextualiser? C'est quoi mon iPhone? Parce qu'on n'a pas les mêmes versions, vous et moi. Mais non, c'est juste dans les paramètres, Brian. Je t'apprendrai un peu. Ouais, je suis chaud parce que j'ai pas trop d'excuses. Quel drôle d'énergumène. Non, du coup, moi, j'ai coupé toutes les notifs. Mais c'est aussi, en fait, je pense aussi que ça dépend de ton quotidien et que ça dépend de ton rôle et ça dépend aussi de ta personnalité. Moi, typiquement, je suis quelqu'un d'extrêmement extraverti. Je pense que ça se voit. Mais par contre, avec le boulot que je fais, je passe ma vie à parler à des gens. Je passe ma vie en réunion, je passe ma vie en call, je passe ma vie en point, etc., etc. Que ce soit avec des clients existants, des nouveaux prospects, les équipes. Et je passe ma vie à parler à des gens dans tous les sens du terme. Au téléphone, par texto, sur WhatsApp, en visio, sur Slack, etc. J'ai toujours un truc à rattraper. Faut voir son agenda. Voilà. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'en fait, j'ai plus de notifs parce que comme ça, avant, je regardais les mails sur mon téléphone, etc. Dès qu'il y avait une notif, en plus, moi, je suis très réactive. J'ai un peu le FOMO. C'est ça.
Donc, j'avais tendance à répondre tout de suite, etc. Donc, c'est chouette parce que ça ajoute un truc sympa pour les clients, ils trouvent de la réactivité en face. Mais moi, ça me foutait en l'air. Ouais. Et du coup, maintenant, en fait, j'ai coupé les notifs. Et c'est aussi pour ça que j'aime autant courir et faire des trucs solitaires. Et le week-end, généralement, je suis seule. Ne me parlez pas. Ouais. Parce que la meuf est implérable. et parce qu'en fait, je parle tellement à tout le temps à du monde toute la journée. Ouais, t'es fatiguée. Je suis claquée. Ouais. Ma batterie sociale est vide. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, j'adore la course parce que je me suis mis à la course, ça va faire même pas un an là. Et en fait, j'aime beaucoup parce qu'en fait, je suis toute seule, je suis dans ma bulle, personne me parle, j'ai à parler à personne. J'ai essayé des sports collectifs et ça n'a jamais été mon truc déjà, et des sports aussi avec des profs. Et rien que le fait, déjà, je suis quelqu'un, je déteste qu'on me dise quoi faire. Et en plus, le moment du sport pour moi c'était un moment de soulagement et c'est pas très grave si je fais pas très bien de mouvement, tu vois, parce qu'en fait, en plus moi je suis pas quelqu'un de très compétiteur, c'est-à-dire qu'en fait j'ai fait de la boxe pendant un moment et je m'en foutais un peu de m'améliorer et de combattre et de machin, etc. Et en fait c'est pour ça que la course me va bien. Parce qu'en fait, tu vas à ton rythme, tu fais ce que tu veux. La seule personne avec qui t'es en compétition quand tu cours, c'est toi. Ouais. Donc en fait, si t'as envie de faire un meilleur temps, tu fais un meilleur temps. Si t'as envie d'aller doucement, tu y vas doucement. Donc c'est ça aussi, moi, qui m'aide beaucoup. C'est en fait, moi, ce que je vous conseille pour l'équilibre, c'est effectivement de couper les notifs, parce qu'en vrai, pour le coup, c'est assez dur, surtout quand on est présent sur les réseaux. En plus, trouver comme le disait très bien Brian, trouver une occupation qui vous plaît. J'ai des copines qui sont mises au coloriage, par exemple, ou au puzzle. Ou maquille-toi, fais-toi beau, la dernière fois, j'ai envoyé un message à une pote pour prendre de ses nouvelles. Elle me disait, écoute, là, je suis en train de me faire des tresses, et puis je me prends un petit verre, machin, etc. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et du coup, j'écoute ça, machin. Je fais, du coup, tu reçois du monde, ou c'est juste pour toi? Elle me fait, non, c'est juste pour moi, pour le plaisir de me coiffer, de me maquiller, voilà, tu vois, c'est trop choupi. Et en vrai, voilà, ou alors, aller nourrir les canards. Aller nourrir les canards. C'est trop mignon, j'adore les canards. Vraiment, par contre, je fais un snap de toi qui va nourrir les canards. Oui, c'est trop mignon. J'ai une autre question pour vous. À quoi pour vous on reconnaît, parce que l'idée c'est de parler de la santé mentale au travail surtout, à quoi pour vous on reconnaît une entreprise dans laquelle les gens vont bien? Ça se voit direct, je pense, même dès l'entretien d'embauche. Il y en a qui arrivent à vraiment très très bien faire semblant. Je me suis déjà fait berner. Mince alors. Corneille et Bernet, pardon. Je me suis déjà fait berner. Personne n'a relevé ma blague. Si, ça va, ouais. Je me suis déjà fait berner, justement, et c'est ce qui m'a poussé, moi, après, à vraiment décrypter le langage corporel, analyser et me dire, mec, tu t'es fait douiller une fois, ça a été une quenelle. Comment faire pour que la prochaine fois, tu vois, tu esquives. Tu vois les signaux faibles qui font que tu vois que la personne... Clairement. Et comment on reconnaît que ça va bien ou comment on reconnaît, pardon, excuse-moi, je te coupe, comment on reconnaît une boîte dans laquelle ça va pas? Peut-être que c'est plus facile à reconnaître. Franchement, moi, honnêtement, je le vois direct. Ça va être dans la manière... Les Français veulent savoir. Donnez-nous vos astuces, monsieur Bertrand. Ça va vraiment être dans la manière où on te demande les choses, où on te demande de te présenter, comment l'échange, par exemple, dès le premier entretien, est-ce que c'est un échange ou est-ce que c'est un interrogatoire, tu vois? Ah ouais, typiquement, ça va être ce genre de choses-là. Est-ce que la personne s'est renseignée sur vous? Parce qu'il faut pas oublier que quand on intègre une boîte, c'est pas toi, en tant que candidat, qui doit faire 90% du job. C'est un échange avant tout et c'est 50-50. C'est surtout, je me suis renseigné sur ton entreprise parce que je vais y dédier du temps et mon expertise. Mais est-ce que tu t'es renseigné sur mon profil, ma candidature, et ce que moi, j'ai à apporter sur la table? Donc ça, déjà, c'est vraiment game changer pour savoir est-ce que tu intègres une bonne boîte ou est-ce que plutôt c'est quelque chose qui va pas être aligné avec toi. Donc du coup, tu dois fuir, clairement. Et toi, Alma, à quoi est-ce que tu sais reconnaître un peu les signaux forts ou faibles, soit de bonne santé mentale en entreprise, soit de mauvaise santé mentale en entreprise? Non, je suis désolée. Mais moi, je sais pas reconnaître. Pas les canards. Tu vois? Non, moi, je sais pas reconnaître. Moi, je sais vraiment pas reconnaître. Moi, je vous dirais, par exemple, le turnover. Oui, clairement, le taux de turnover, est-ce que y a Jacqueline... Si t'as une vague, en fait, de départ en même temps au moment où t'arrives... Ouais, j'avoue que ça sent pas très bon. Ça sent rarement très bon. La qualité par exemple, je te coupe, mais la qualité de la rédaction de la fiche de poste, par exemple. Ah ouais? Ça en dit long, des fois. Si tu me proposes comme avantage un baby-foot, red flag, direct. Non, moi je te dirais un red flag, c'est si on te dit que dans les avantages que t'as la mutuelle qui est prise à 50%. Ah purée. C'est la loi. Enfin, c'est pas pardon, pas 50%, c'est quand on met dans les avantages en marquant avantage que la mutuelle est prise en charge et que les transports sont remboursés à 50%. C'est pas un avantage, c'est la loi.
C'est les conditions, en fait, tout simplement. Ça en dit long, ça veut dire que tu mentionnes ça comme avantage pour ton entreprise. Après, vu comme ça, oui. Mais moi, je parlais plus en entretien, tu vois. Pour moi, c'est difficile en entretien d'embauche de déceler si c'est vraiment une boîte où il fait bon vivre ou pas. En fait, je pense que ça dépend juste du feeling avec la personne qui te fait l'entretien. Des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Et c'est normal. Enfin, il y a une partie du truc qui fait que vous n'êtes pas là pour être amis, quoi. C'est un échange de bons procédés. Clairement, ouais. La personne essaie de voir si t'es le meilleur profil pour la boîte et toi, t'essaies de voir si c'est une boîte dans laquelle tu pourras t'épanouir. Mais en fait, comme en début de relation, personne va se montrer sous son mauvais jour. C'est vrai. Donc, en fait, on voit que l'ascendant, en fait. je pense que c'est pour ça que la période d'essai existe, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, c'est un truc que je dis souvent avec des potes aussi, c'est que des potes qui sont dans le salariat, etc., ou même mon mec, je leur dis, mais en vrai, une période d'essai, c'est dans les deux sens. Donc, si toi aussi t'as envie de te barrer, tu peux, hein. Ouais. C'est clair. Mais effectivement, moi, je pense qu'en termes de tips pour reconnaître une boîte dans laquelle la santé mentale a une importance ou pas, c'est aussi poser des questions sur, par exemple, alors pas directement ce genre de questions, en mode, qu'est-ce que vous pensez de la santé mentale? Non, plutôt dire, par exemple, pourquoi le poste est à pourvoir? Est-ce que il y a quelqu'un qui est parti? Si oui, pourquoi? Est-ce que c'est un remplacement, un départ? Est-ce que c'est un remplacement, un départ, une ouverture de poste, etc. En fait, parler un petit peu de ça et peut-être aussi poser des questions sur, en fait, décrire une journée type ou une semaine type ou est-ce qu'ils ont fait des... Je pose beaucoup ces questions-là. En fait, moi, j'ai été tellement traumatisé. J'ai vécu beaucoup de discrimination à l'embauche de par mon orientation sexuelle et je pense que c'était le truc qui m'a tellement foutu la haine où je me suis dit mais t'es en train de me la mettre et de me remettre en question toutes mes compétences parce que sur mon visage déjà tu vois que je sais pas, je suis maniéré, qu'il y a des, tu vois, mais en plus clairement merci beaucoup. Nous on a récupéré le best alternant et c'est pour ça que honnêtement je veux pas enfermer le truc, mais je préfère largement travailler avec des femmes parce qu'il y a ce truc visionnaire, ce truc de quoi qu'on dise, les femmes, elles ont des couilles et elles les mettent sur la table, tu vois. Et ce truc-là, je l'ai jamais vu de la part d'un homme, tu vois. Après, c'est aussi parce que, sans trop m'avancer, mais ça, c'est mon opinion, je tiens à le dire, j'ai l'impression, en tout cas, et c'est un truc sur lequel je débat souvent avec des amis qui sont dans d'autres minorités aussi, qu'en fait, en tant que femme, comme on vit une inégalité, un truc qu'on n'a pas choisi et sur lequel on est discriminé, on a tendance, en tout cas certaines, moi, de ce que je vois dans mon entourage, parce que choisis bien mon entourage, qu'on a tendance à mieux comprendre les inégalités en face, que ce soit lié à l'orientation sexuelle, lié à l'origine sociale, lié à l'origine tout simplement, lié à la religion, etc. J'ai l'impression, en tout cas moi dans mon entourage, que les femmes que je côtoie sont un peu plus ouvertes et plus tolérantes parfois, parce que comme on vit une inégalité, on sait ce que c'est. Oui. Donc il y a une espèce d'effet de miroir en fait aussi, tout à fait. Clairement, ouais. Donc moi j'ai vu vraiment, je disais quoi déjà? On digressait. On parlait de plein de choses parce qu'on avait parlé au début de santé mentale, mais tu parlais des entretiens que t'avais eu. Ouais, c'était un peu traumatisant pour moi et je me suis fait la promesse de ne pas me fustiger moi-même et qu'est-ce que je pourrais faire pour que je ne revive plus ce genre de situation. Pour te protéger. Parce que les gens, tu peux pas les changer, tu vois. Et puis c'est pas ton rôle. En fait, tu vas pas pas rentrer dans une entreprise qui va te détruire mentalement. Tout ça pour essayer de changer de l'intérieur en te disant je vais mettre stop à l'homophobie en fait. Non mais grave, t'imagines le combat épaules, merde. mec. Et puis c'est surtout qu'en plus t'es kamikaze quoi, parce que si le mec de base dès l'entretien d'embauche il est homophobe, tu te dis bon bah super, bon courage. Non mais ça y est, c'est vrai que maintenant après je me dis c'est bon, j'ai rien perdu, tu vois, et peut-être que c'était sur mon chemin, ça devait se passer comme ça. Pour moi, pour te conditionner, truc, tu vois. Ouais, peut-être pour te conditionner à écouter signaux forts et faibles d'une personne en face qui est pas réceptive ou en tout cas tolérante. Clairement. Dernière question sur cette question de la santé mentale au travail. Est-ce que selon vous, parce qu'on fait un écho avec notre premier épisode, est-ce que selon vous la génération Z, elle est plus à l'aise avec le fait de parler de santé mentale au travail que celle d'avant ou que celle d'avant avec un S? Je parle pas que de la mienne, je parle de toutes les autres générations d'avant. Est-ce que selon vous, ça s'ouvre aussi grâce à votre génération qui est aussi plus portée sur la santé mentale et le développement personnel? On le voit dans les intérêts, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a un gros boom du développement personnel, de la psychologie. Vous êtes une génération qui assume. Nous déjà, moi, notre génération, les milléniaux, on en assume beaucoup plus d'aller chez le psy. J'en ai beaucoup parlé avec ma mère. Ma mère, elle me disait à son époque, les psys, c'était pour les fous. Oui. Nous, avec mes copines, on s'échange les numéros de psy. C'est un truc de ouf, quoi. Comment ça peut être...
Bon, c'est un autre sujet, ça aussi. Mais du coup, est-ce que selon vous, voilà, pour finir sur cette question, Ouais. est-ce que selon vous, votre génération est un peu plus à l'aise avec la santé mentale au travail? Franchement, je pense que oui. Oui. Je pense qu'on est beaucoup plus sensible à ça. On est beaucoup plus sensible à ce que les autres ressentent. Et à l'écoute aussi. de vous-même aussi, je pense. Exactement, et à l'écoute de nous-mêmes. Donc, je pense que ouais. Je pense que vraiment beaucoup. Ma réponse est très vague, mais c'est juste parce que je suis... c'est vraiment mon opinion et j'ai pas forcément d'argument derrière, mais Non. c'est ce que je ressens, tu vois, c'est mon ressenti. Et puis de toute façon, des réponses courtes sont bien aussi. Merci Alma pour ça. Merci, Et Alma. toi, Brian, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je rejoins Alma et je pense que, encore une fois, nous, on a compris que tout part de nous-mêmes, de l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est hyper important d'entretenir son jardin à soi, sa paix intérieure, et de cultiver ce bon apprentissage, tu vois. C'est beau. Ouais, c'est du Voltaire. C'est dans Candide de Voltaire. Il faut savoir cultiver son jardin. Je déconne vraiment pas. Non, mais je déconne pas. Tu liras. C'est dans Candide de Voltaire. Effectivement, c'est un adage qui nous dit qu'il faut cultiver son jardin pour à la fois le dire de manière à avoir son jardin secret, donc ne pas tout révéler, Ouais. mais aussi se mêler de ses affaires. Mais clairement. Intelligente et chargée en bas, en fait. Et écoutez, justement là-dessus, merci beaucoup d'avoir participé à ce deuxième épisode de Break Room. Merci beaucoup de l'avoir visionné. Merci. On a parlé aujourd'hui de santé mentale au travail, une question très importante. Écoutez, on se retrouve pour l'épisode 3. À très vite et merci beaucoup de nous avoir suivis. Yes. Salut. Bye. Salut, ciao.